Et on est de retour pour une troisième partie d'Hebdo Show Algérie, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on poursuit notre débat, messieurs, autour du projet de résolution proposé donc par les États-Unis à propos du Sahara occidental. Je me tourne vers vous, Kamal Mansari. Ce projet a fait couler beaucoup d'encre, nous le disions tout à l'heure. Il y a beaucoup de divergences au niveau du Conseil de sécurité. Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on est face à une nouvelle configuration, c'est-à-dire ce qui est proposé aujourd'hui par les États-Unis dans leur texte, c'est de dire qu'il n'y a aucune autre solution proposée aux Sahraouis que le plan d'autonomie, donc proposé par le Maroc. Encore plus, nous savons pertinemment que les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara occidental au détriment de la légalité internationale. Ce qui se passe aujourd'hui, certes, on est en train d'essayer de comprendre comment les mécanismes vont se faire, qui c'est qui va voter ou qui ne va pas voter. Aujourd'hui aussi, on a parlé d'une durée de vie qu'on accorde à la MINURSO de 3 mois, parce que tout le jeu diplomatique américain est basé sur la neutralisation de la MINURSO, c'est-à-dire la rendre caduque. C'est-à-dire une fois que la MINURSO disparaît, donc le dossier devient, comment dirais-je, nu. Donc il y a plus personne pour pouvoir gérer ce conflit au Sahara occidental. Donc aujourd'hui, il y a eu 3 mois. Bon, les dernières heures, on a entendu que les Américains ont revu leur copie pour proposer une durée de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine session du Conseil de sécurité qui se déroulera en avril. Donc, mais le problème majeur qui se pose, ce n'est pas les tiraillements au sein du Conseil de sécurité, qui va voter pour ou qui va voter contre, mais le fait d'arriver aujourd'hui à travers un État qui a décidé de fouler aux pieds le droit international et de dire que voici c'est ma volonté qui va être appliquée, c'est-à-dire mettre les gens devant le fait accompli, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre solution que celle de l'autonomie. Alors qu'il y a tout un processus qui a commencé à partir de, comme l'a cité M. Ayaché, la résolution 1514 de 1960, qui reconnaît que le territoire sahraoui est un territoire colonisé, donc il n'est autonome, donc il n'appartient à aucune puissance, et que la population locale est en droit de se déterminer par rapport à son avenir, c'est-à-dire s'exprimer souverainement sur son futur. C'est-à-dire comme l'ont été tous les pays colonisés depuis la Deuxième Guerre mondiale à travers justement l'arrivée à l'indépendance. Donc il y avait un mouvement d'indépendance qui a été consacré par la 1514 et qui, on voit aujourd'hui, est en train d'être foulé aux pieds par les Américains et les alliés au sein du Conseil de sécurité. Ces puissances-là, c'est-à-dire les États-Unis par exemple, ou la France, ou les Britanniques, qui sont censés être les garants du droit international, sont en train de dire qu'il n'y a pas de droit international, qu'au sein de l'ONU, nous ferons ce que nous voulons. Pourtant, le Polisario et le Maroc ont eu un cessez-le-feu en 1991, chapeauté par l'ONU, et qui a créé la MINURSO, qui sont arrivés ensuite en 1996 à des négociations de Houston dans lesquelles il fallait mettre en place les mécanismes du référendum. Mais comme le Maroc a toujours refusé le référendum, compte tenu du fait que le corps électoral lui a été défavorable. C'est-à-dire il jouait sur le chiffre, il disait que 98 000, parfois c'était moins. Donc il jouait sur ça pour gagner du temps et préparer le travail en coulisses qu'il a toujours su faire, c'est-à-dire sur le dos de la légalité internationale. Et en dépit de tout ça, c'est-à-dire que les Sahraouis ont fait preuve de bonne foi. Ils sont arrivés jusqu'à accepter les deux plans de Baker, le 1 et le 2, et c'est-à-dire aujourd'hui on a presque l'impression de revenir au plan Baker numéro 1, celui de 2000, et qui a été ensuite revu et proposé, parce que le premier plan, qu'est-ce qu'il proposait? Il proposait une autonomie de 5 ans qui sera ponctuée par un référendum sur le Sahara occidental. Les Marocains l'ont accepté avant de faire volte-face et d'ignorer complètement, à partir de 2001, la question du référendum. Donc nous sommes dans une logique qui n'est pas d'aujourd'hui, que ce pays-là a toujours refusé parce qu'il ne reconnaît pas, en dépit du fait qu'il y a des preuves
écrites et qu'il y a des déclarations officielles marocaines qui reconnaissent le Polisario comme étant le seul représentant légitime du peuple sahraoui, et en même temps, le fait de reconnaître le Polisario comme un partenaire dans les négociations, c'est reconnaître qu'il y a un problème et qu'il y a un conflit armé à résoudre et qu'il y a justement une négociation à faire. Aujourd'hui, à cause de ces puissances-là, qui soutiennent le Maroc, notamment la France, qui est allée en 2007 dire, voilà, faites le plan d'autonomie, et qui a été adopté par d'autres pays. Mais le problème, la légalité internationale est en examen aujourd'hui. Elle est en examen et elle est face et les puissances, justement, qui sont garants de cette légitimité, de ce droit international, sont en train de dire au monde que l'ONU n'existe pas, que nous voulons faire ce que nous voulons, que c'est notre volonté qui va être faite et qui doit s'imposer au-delà et sur le dos du droit international. Badis, on peut parler aujourd'hui de défaite du droit international dans le sillage de ce qui se passe à Gaza notamment. Hein. C'est un échec. Après, effectivement, le génocide de Gaza, on peut concevoir aujourd'hui, on peut dire clairement et tristement malheureusement que c'est un échec cuisant du droit international qui est censé être garant notamment de la liberté et de l'indépendance des peuples, garant aussi de l'application et du respect des résolutions, et non pas être aujourd'hui, je qualifierais d'instrumentalisation, qui fait le fruit de l'instrumentalisation notamment du Maroc qui essaye tant bien que mal, encore une fois, ça a été évoqué, et j'irai encore plus loin, rappelons-le sur quoi ce projet du Maroc a été fondé, sur notamment des niaiseries, sur des mensonges. Ça a commencé par la marche verte, pour justement essayer de reconfigurer et changer la composition géographique, et notamment sociologique de cette région, pour pouvoir parfaire un projet plus pernicieux, qui est celui effectivement par la suite de parler du Sahara occidental comme marocain. Et d'ailleurs, on a été plus loin, où il fut un temps, on pourra en parler par la suite, où Hassan de lui-même évoquait notamment cette question du référendum lors du sommet de Nairobi en 1981. Donc vous voyez bien effectivement... On va en parler justement. Effectivement, vous voyez bien qu'il y a, encore une fois, un échec cuisant, et ce qui me pousse à dire aujourd'hui, en tant qu'humaniste, en tant que aussi algérien, qui fait partie de ce pays, qui ne défend pas le Sahara occidental par principe, plutôt par idéologie doxa de défense des peuples opprimés, de défense des dernières colonies notamment, et je parle sous votre contrôle de la dernière colonie de l'Afrique, de défense notamment des opprimés comme le peuple sahraoui, comme d'autres peuples également. L'Algérie se tiendra toujours aux côtés justement de l'essor et le rayonnement de ce peuple, à commencer par recouvrer son indépendance. Et je finirai enfin sur, vous avez évoqué effectivement cette résolution et les résolutions onusiennes. Pour ma part, je considère qu'il ne faut pas, il faut même interdire, je dirais, que la question du Sahara occidental soit liée aujourd'hui à une quelconque haute couture diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, on fait des résolutions sur mesure, mais encore une fois, qui rendent inaudible, voire même aphone, le principal intéressé qui est le peuple sahraoui. Très bien, merci Badis pour cette intervention. Saïd Ayachi, alors le Front Polisario dénonce la passivité des Nations Unies. À plusieurs reprises, ça a été fait. Face donc à l'occupation marocaine et à l'impunité de ses forces, l'Organisation des Nations Unies, est-ce que vous pensez qu'elle joue aujourd'hui son rôle d'institution garante du droit international, ou est-ce que ce rôle, elle ne le joue plus justement? C'est juste. L'ONU a beaucoup d'imperfections. On sait très bien que de toute façon, elle atteint ses limites. Depuis 1945, où elle a été fondée, il y a des mécanismes maintenant qui ne vont pas dans le bon sens, c'est clair. Mais reconnaissons au moins qu'elle a le mérite d'exister. Il y a, j'allais dire, des clous, desquels sortent peut-être de temps en temps certains, mais ce qui est important, ce qui est fondamental, ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est qu'il y a les grands de ce monde, ceux qui précisément ont fondé les Nations Unies, qui maintenant empiètent sur les mécanismes qu'ils ont eux-mêmes installés. Et vous parlez, est-ce que c'est une défaite du droit international? C'est une agression du droit international. Le droit international existe et personne ne peut, à moins de le réécrire, et ça demandera des décennies pour le faire, ou en tout cas
plusieurs années, mais le droit international existera toujours. Le droit international, c'est le soubassement des relations internationales. Sans le droit international, il n'y a pas de stabilité planétaire. Et donc, le droit international est essentiel. Ce qu'il faut dénoncer, c'est l'atteinte du droit international. Quand ça vient des petits, ben, on peut tout de suite les rappeler à l'ordre. Mais quand ça vient des grands, et on vit dans un contexte de brutalité aujourd'hui où on assiste à ces atteintes réitérées du droit international. Mais l'atteinte du droit international par les grands de ce monde génère une injustice dans le monde. Et quand ça génère une injustice, vous savez comment le Sud global a réagi à ce qui s'est passé au Moyen-Orient contre le peuple palestinien. C'est des manifestations, j'allais dire, dans le monde entier qu'on n'a pas vu depuis la guerre du Vietnam. Tout ça, c'est une réaction à l'atteinte du droit international. Et donc, il y a peut-être un appel à la sagesse aux grands de ce monde pour qu'ils puissent respecter le droit international dont ils sont garants vis-à-vis de la communauté internationale, parce que tout simplement, le droit international, peu ou prou, il assure la justice dans les relations internationales. Pour le peuple sahraoui, c'est très simple. Il ne demande qu'à s'exprimer comme le lui donne le droit international, la latitude de le faire. Et par conséquent, qui de ces membres permanents du Conseil de sécurité peut venir dire au peuple sahraoui, non, on va vous donner l'autonomie. D'autant plus, si vous permettez, laissez-moi quand même préciser une chose. Allez-y, et après on va passer une vidéo très importante. Oui, laissez-moi préciser une chose. De quel droit le Maroc peut-il donner l'autonomie au Sahara occidental quand on sait que toutes les juridictions internationales reconnaissent qu'il n'y a aucun lien entre le Maroc et le Sahara occidental, que ce sont deux territoires séparés et que donc le Maroc n'est pas habilité, n'a pas vocation à donner l'autonomie à un territoire qui est hors de ses frontières. Et justement, il y a quelques années, le roi Hassan II parlait d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. C'était lors du sommet de Nairobi en 82. Regardez cette archive. Nous allons nous-mêmes en 1982 à Nairobi et nous avons proposé par 2 fois officiellement que le référendum se fasse au Sahara, et cela pour la réconciliation de l'Afrique, pour apprendre à ceux qui ignoraient, pour démystifier ceux qui voulaient ignorer, et pour mettre un peu de sagesse dans ceux qui n'ont rien voulu comprendre encore. Le consensus général qui a été exprimé à propos du Sahara a été qu'il était nécessaire de faire un référendum général et régulier. Ce référendum serait effectué sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine. Sur cette affaire, ce que l'on a entendu faire, c'est de mettre en place une commission de mise en œuvre qui est mandatée, qui a pouvoir, cette fois-ci, d'aller relativement loin dans l'application concrète des dispositions de cette résolution. Organiser un référendum, promouvoir le cessez-le-feu dans une région névralgique comme le Sahara occidental n'est pas une affaire simple. C'est pour cela que l'on a demandé que ce comité de mise en œuvre, qui est composé des pays que vous connaissez, se réunisse relativement rapidement, puisqu'ils doivent le faire avant la fin du mois d'août, pour élaborer les détails, les modalités d'application et du cessez-le-feu et du référendum, qui, une fois, je le répète, est un référendum qui est un référendum général et régulier. Aussi avons-nous décidé d'envisager une procédure de référendum contrôlée dont les modalités feraient droit à la fois aux objectifs des dernières recommandations du comité ad hoc, c'est-à-dire le comité des sages, et à la conviction qu'a le Maroc de ses droits légitimes. Ainsi, le Maroc, quoi qu'il lui en coûte,
administre-t-il une fois de plus la preuve de sa totale disponibilité et surtout de sa ferme volonté de demeurer un membre militant et utile de l'Organisation de l'Unité africaine, agissant inlassablement pour le triomphe des principes inscrits dans sa charte. En décidant de recourir à la solution fournie par la pratique du référendum, très prisée en Afrique, nous le savons, et préconisée par ces sages, nous répondons d'abord aux vœux et à la demande qui nous ont été exprimés par de nombreux chefs d'État amis, africains, arabes et européens. Voilà, donc c'était une vidéo en deux parties. La première, c'était à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc une archive de la radio-télévision marocaine. La deuxième, c'était au sommet de Nairobi de 1982, sommet de l'OUA. Faisal Matawi, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre. Il y avait une troisième déclaration de Hassan II au palais de Skhirat en 1988. Il disait la même chose, il disait que le Maroc n'était pas contre l'organisation d'un référendum d'autodétermination dans le Sahara occidental. Donc le Maroc ne respecte pas ses engagements. Ça, c'est des vidéos qui sont historiques, qui prouvent que ce pays était favorable à la solution préconisée aujourd'hui. Heureusement que les archives existent. Absolument, par l'ONU. Parce que tout à l'heure, on parlait de la résolution 1514, qui est toujours valable, M. Ayeshi. C'est la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Elle date du 14 décembre 1960. À l'époque, il y avait la vague des indépendances, notamment dans les pays africains. Je rappelle une phrase de cette déclaration qui dit tous les peuples ont le droit de libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. On parlait tout à l'heure de l'échec du droit international. Déjà, je pars dans le sens de M. Ayashi. Ce n'est pas l'échec du droit international, parce que le droit international est toujours là. C'est plutôt un défi au système onusien. C'est vrai que la résolution proposée par les États-Unis n'a pas encore été votée. Peut-être qu'elle va être votée ou pas, on ne sait pas. Alors, la mouture n'est pas encore finalisée. Ouais, absolument, elle n'est pas finalisée, donc on ne sait pas. On attendra la fin du mois pour le savoir. Mais il reste que cette résolution, et je suis d'accord avec les amis ici au plateau, est une violation très claire du droit international, parce que la question du Sahara occidental est considérée comme une question de décolonisation suivie par la commission 4 de l'ONU. Et la résolution proposée par les États-Unis évoque une solution durable et juste par rapport au plan d'autonomie qui a été proposé en 2007, en avril 2007, par le Maroc, soufflé d'ailleurs par la France, parce qu'une bonne partie de ce plan a été préparée par la France qui a bien sûr d'autres visées, c'est pas uniquement des visées politiques, on parlait de ressources naturelles au Sahara occidental, etc. Donc c'est un pays qui ne respecte pas ses engagements, et face à ça, on a des puissances qui soutiennent l'idée d'aller dans le sens de cette solution préconisée par le Maroc au détriment du droit international, d'où aujourd'hui la nécessité et l'importance de revoir le système onusien, de réformer le Conseil de sécurité. Il n'est pas normal qu'en 2025, 5 États décident pour le reste du monde. Quid de l'Afrique? Pourquoi l'Afrique n'est pas représentée au sein de ce Conseil de sécurité? M. Ammar Benjamin, qui est représentant permanent d'Algérie au sein de l'ONU, a rappelé cette nécessité, cette injustice historique par rapport à l'Afrique, pour que l'Afrique soit réellement représentée au Conseil de sécurité de l'ONU. J'aimerais revenir sur cette position effectivement historique et ô combien symbolique, notamment de Hassan II, que je rappelle, le roi du Maroc à l'époque, qui était dans le sillage notamment de la résolution onusienne et de la position de l'Algérie en matière de cette diplomatie juste pour l'intérêt du peuple sahraoui. Donc quelque part c'est une reconnaissance, je dirais même pas implicite, elle est explicite, à savoir que effectivement il faut revenir à le rapport de la CIJ, notamment sur l'autodétermination du peuple sahraoui, mais surtout aussi sur la résolution du peuple sahraoui, notamment en matière d'indépendance. Il y a un enseignement très important qu'il faut rappeler. Ce qu'on retient de ce discours, c'est le revirement ultérieur du Maroc à 180 degrés. 2007. Et qui s'explique en 2007, on peut en parler par la suite, qui est justement cette France qui a torpillé, je dis bien torpillé, ce processus, qui a incité Hassan II à passer à autre chose pour justement des questions d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts géoéconomiques, notamment au Sahara occidental, à Dakhla et d'autres villes, que ce soit d'ailleurs la France ou les Émirats, qui dans un souci d'intérêt individuel unilatéral, ont torpillé tout un processus qui est finalement régi par des résolutions onusiennes propres, claires, nettes et concises.
On est passé d'un problème, on est passé d'un système de promesse de référendum à un système d'autonomie avancée. Ouais. C'est ce qui a été changé, et c'était en 2007. Et tout le la dramaturgie du conflit, il est là. C'est que le problème, c'est que toutes les promesses qui ont été faites ont été balayées d'un revers de la main, sous égide de puissances occidentales. Pour quelle fin? Nous le savons très bien. Si un pays occidental se met justement du côté du colon, c'est pour prendre les terres et pour avoir les richesses des terres. C'est pas pour la beauté du paysage, d'accord? Pour piller les terres des pays colonisés. Donc, à un moment, il faut savoir pourquoi il y a eu ce revirement. Sous quelle égide il y a eu ce revirement? Quels sont les instigateurs de ce revirement? Parce que tu as le roi précédent défunt a donné sa parole pour un référendum, et dès qu'il y a eu le nouveau monarque, tout a été jeté aux oubliettes. Donc le problème est là, la parole n'a pas été tenue ni devant les instances africaines, à l'époque c'était l'UA, ensuite l'OUA et maintenant c'est devenu l'UA, ni devant les instances onusiennes. Et ce revirement doit s'expliquer, doit avoir une réponse claire et nette par rapport à tout ce qui a été fait. On va justement aller du côté de Santiago, au Chili, pour retrouver M. Esteban Silva Cuadra, président du comité latino-américain de solidarité avec la République arabe sahraoui démocratique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour revenir justement sur ce projet de résolution proposé par les États-Unis. Je pense que vous avez regardé vous aussi les vidéos en même temps que nous, Monsieur Cuadra. Comment est-ce que vous expliquez vous ce revirement du Maroc par rapport à la question de l'autodétermination du Sahara occidental? Bon, je pense que dans le contexte actuel, il faut dire que M. Trump, et donc les États-Unis, le gouvernement des États-Unis, j'ajoute aussi M. Macron, le gouvernement de la France, et on peut ajouter aussi l'Espagne avec M. Pedro Sánchez, non, sont les complices d'approfondir la occupation colonialiste, et bien sûr aussi la exploitation sauvage de ces ressources du Sahara occidental contre les droits internationaux. Je pense qu'il faut le dire de façon très claire. Excusez-moi Esteban, bonsoir. Il y a une chose, moi, où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'en 2007, quand il y a eu ce revirement justement sur la promesse tenue, c'était pas Emmanuel Macron ni Donald Trump, c'était Nicolas Sarkozy en 2007 qui a donné et qui a tendu la main pour qu'il y ait ce revirement. Donc là, on parle de 2007, on ne parle pas de 2025. 2025 n'est que l'aboutissement de 2007, 2008, 2009 par rapport aux crises successives économiques qu'il y a eu en France, et que la France avait besoin d'avoir des nouvelles richesses énergétiques à l'étranger, et je pense que la France a quand même été l'instigatrice principale de ce revirement, bien avant le plan d'autonomie qui a été proposé sur ces dernières années. Oui, non, bien sûr. Mais en fait, c'est-à-dire que le problème, il faut le recontextualiser au moment du revirement. Et à ce moment-là, M. Esteban, c'était la France. Oui, mais écoutez, nous ne sommes pas en désaccord. Je parle de ces contextes conjoncturels. Bien évidemment que si on fait l'évaluation sur la conduite néocolonialiste de la France, pas seulement par rapport au Sahara occidental, sinon sur l'Afrique, on peut parler beaucoup plus que ça, bien évidemment. Mais si vous me permettez, on vient de voir, ça fait et encore, ça se déroule, les génocides contre le peuple palestinien, avec l'appui, les génocides faits par le sionisme de Netanyahou, avec l'appui des pays occidentaux, et notamment l'appui matériel, économique, des armes, etc., des États-Unis. Donc, mais là, monsieur Esteban, je suis d'accord avec vous, mais là, monsieur Esteban, encore une fois, l'Espagne est du bon côté de l'histoire sur le génocide qui se passe en Palestine.
le gouvernement de Pedro Sanchez est du bon côté de l'histoire. Le gouvernement de Pedro Sanchez a été l'un des premiers pays européens, et il faut le rappeler parce que c'est rare, qui s'est hissé droit debout devant l'État génocidaire pour la défense du peuple palestinien, en refusant ces armements, en refusant de vendre des armes, en refusant d'accoster les bateaux pour contrairement à ce qu'a fait le Maroc. Contrairement à ce qu'a fait d'autres pays européens, mais l'Espagne a été le premier pays européen à dire stop par rapport à la Palestine. Donc il faut aussi savoir mesurer l'apport de l'Espagne pour justement les conflits dans ce sens-là. Mais vous me permettez? Bien sûr, M. Esteban. Vous m'avez interrompu avant que je développe mes idées. Excusez-moi, mille excuses, cher ami. Je veux vous dire une chose. Parce qu'il faut faire attention quand on parle. Oui, bien sûr que dernièrement, le gouvernement d'Espagne a été, par rapport au génocide palestinien, de bon côté de l'histoire. Même si, au début des déclenchements, les nouveaux déclenchements du conflit à Gaza, ce qui a été fait par M. Sanchez, lui, il s'apressurait à visiter Netanyahou et lui donner son soutien. Vous vous rappelez? Et ce n'était pas longtemps qu'il a fait ça. Et pendant les premières années du conflit, du génocide, l'Espagne a continué à vendre des armements aux sionistes. Donc c'est vrai, il faut toujours applaudir quand les pays occidentaux, notamment néocolonialistes, avec des logiques néocolonialistes, reviennent sur ces pas. Parce que même au moment que l'Espagne maintenant reconnaît les droits à l'indépendance et a reconnu l'État palestinien, refuse et nie l'existence de l'État sahraoui, les droits à l'autodétermination sahraoui, parce que est allié du Maroc. Donc les contradictions du peuple et les contradictions du gouvernement, c'est la même que on peut évaluer aujourd'hui sur les droits internationaux. D'une part, on ne peut pas dire qu'on reconnaît les droits à la autodétermination de peuples, par exemple, comme le peuple palestinien, mais nier complètement ces droits au peuple sahraoui, en particulier par exemple, par rapport au cas de l'Espagne, que était la colonie, la puissance colonisateur du Sahara occidental. Nous, les Latino-Américains, on connaît très bien ce sujet-là, parce que nous avons été la plupart aussi des anciennes colonies de l'Espagne, dans un contexte différent, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, je finis par là, si vous me permettez, c'est qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle initiative des États-Unis pour appuyer de façon importante, au dehors du droit international, l'occupation illégale du Sahara occidental de la part du Maroc, avec sa soi-disant proposition d'autonomie, c'est la négation et c'est tuer les droits internationaux déjà assez affaiblis dans le cadre des Nations Unies. En tout cas, messieurs, on rappelle que la coalition Soumar, qui fait partie du gouvernement espagnol, soutient le peuple sahraoui. Là, au sein de cette coalition, il y a une élue sahraoui. Je pense que c'est important de rappeler la chose. Je vous propose à présent d'écouter monsieur, ce sonore plutôt, de Azzeddine El-Iraqi, premier ministre marocain, c'était en 86 et 95. Regardez. Aujourd'hui, je réaffirme une fois encore devant vous l'engagement d'accepter d'une part l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental et d'autre part le résultat de ce référendum quel qu'il soit. Je suis même heureux de prendre devant vous deux engagements plutôt qu'un. Le premier engagement
a trait au respect du cessez-le-feu que le Maroc a décidé unilatéralement d'appliquer à partir de cet instant et dont il ne se départirait qu'en cas d'agression contre les territoires qui se trouvent sous sa responsabilité, ce qui l'autoriserait alors à user de son droit de légitime défense. Le Maroc est d'ailleurs prêt à accueillir tous les observateurs neutres qui voudraient constater la réalité de ce cessez-le-feu sur le terrain. Voilà, c'était donc l'ancien Premier ministre marocain, Badis Khnissa, des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre. Non, encore une fois, c'est un revirement, un volte-face de la position du Maroc qui, jusque-là, effectivement, nous avons pu l'entendre à travers le son et l'image, qu'ils étaient du côté, on va dire, de la résolution claire, notamment, qui donnait effectivement au peuple sahraoui, non pas dans un contexte de négociation, mais plutôt dans un droit fondamental, qui est celui de l'autodétermination. Donc ça a été effectivement travesti, ça a été déguisé par ce que j'ai appelé une fabrication française. Le plan d'autonomie, notamment, est une fabrication française de 2007. Effectivement, ça a été évoqué dans un élan de verrouiller... Sous Sarkozy, dans un élan de verrouillage... Sous Sarkozy en prison. D'intérêt économique, mais surtout aussi de le mettre comme une espèce d'intégration sous tutelle, déguisé encore une fois en compromis pour une solution plus ou moins ubuesque, et puisqu'encore une fois, on croit qu'il y a une seule chose et un seul levier, qui est celui du droit international, qui aujourd'hui a été bafoué à travers justement cette fabrication chimérique, qui encore une fois est unilatérale et qui est en opposition intrinsèque et abyssale avec le droit international, qui lui garantit l'autodétermination du peuple sahraoui. Très bien, Saïd Ayoshi. Oui, je renforce à ce que dit Dr Badis. Mais en réalité, ça remonte beaucoup plus loin. Ça remonte à 1975. Cette histoire du Sahara occidental est une invention française anti-algérienne, tout simplement. Souvenez-vous que ce sont les avions Jaguar français basés au Sénégal qui ont bombardé les réfugiés sahraouis avec le phosphore blanc et le napalm. Et puis, l'idée de la marche verte est une idée française, parrainée par les États-Unis d'Amérique, il est vrai. C'est les Français qui ont convaincu le roi Juan Carlos, qui était alors, qui devait accéder au trône pour retirer l'armée espagnole du Sahara occidental. Les sinistres accords de Madrid, c'est encore une idée française. Le partage, c'est une idée française. L'autonomie de 2007, mes amis l'ont dit, c'est une idée française. La tonalité de toutes les résolutions sur le Sahara occidental à l'intérieur du Conseil de sécurité sont d'origine française. Et c'est la France qui, tout simplement, s'est démasquée le 30 juillet 2024 en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, et qui tout de suite s'est précipitée pour des investissements au Sahara occidental. Nous avons une liste avec les dates et les noms de tous les responsables marocains qui, jusqu'en 1973, appelaient à l'autodétermination. Et je vous rappelle qu'après avoir reçu une délégation du Front Polisario à Marrakech en 1988, le roi Hassan II s'est engagé, après la signature du cessez-le-feu, à dire que si le référendum était favorable à l'indépendance, il sera le premier pays à ouvrir une ambassade à Laayoune. Et donc, effectivement, on se dit, mais qui encourage le Maroc, qui lui assure cette impunité, qui l'encourage à aller à l'encontre du droit international et l'assure de cette impunité, quand on sait que les droits de l'homme sont quotidiennement bafoués et violés au Sahara occidental. Et je rappelle que pour ces mêmes droits internationaux, lorsqu'en 2013, les États-Unis d'Amérique ont voulu initier un élargissement du mandat de la MINURSO à faire respecter et défendre les droits de l'homme au Sahara occidental, c'est la France, par un veto contre les 14 autres membres du Conseil de sécurité qui sont opposés à l'élargissement du mandat de la MINURSO. Et donc, vous voyez très bien que, d'une certaine façon, il y a cette volonté politique française et autres aujourd'hui, qui s'opposent à l'application du droit international en faveur de la décolonisation du territoire du Sahara. D'ailleurs, les Émirats arabes unis... Messieurs, gardez vos idées, on va y revenir dans quelques instants, le temps de faire une petite pause et on revient.